Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mercredi 16 avril 2025. On se retrouve avec un Bitcoin sous les 84 000 $, en recul de quasi moins 1,40%. Ether toujours sous les 1600 à 1573 au moment de l'enregistrement de cette émission. On a malgré tout des performances en positif en hebdomadaire, plus 12% pour XRP, 20% pour Solana qui recule de moins 2,67, Dogecoin moins 2,78 en daily, Cardano moins 5,39. On voit qu'on a ce top 10-15 qui suit derrière un peu au pas. On avait du plus 15% pour Avalanche en hebdo, plus 30% pour Mantra OM, donc ça rebondit après un moins 89% en mensuel et moins 87% en hebdo. Donc hier, il y a eu le CEO qui a dit qu'il n'y avait pas de manipulation, mais qu'il avait vendu 30 millions de tokens avant d'en racheter 10. Bref, c'est le gros bordel. Hyperliquid, 25% en hebdo, mais qui recule de 8-9 en journalier. On a plus 15% hebdo pour PP, 16% pour Rondo. On avait également plus 20% pour Tao Bitensor, toujours en hebdo, et tous ces tokens reculent d'à peu près 5% sur les dernières 24 heures. 24 et 26 pour Kaspa et Render, toujours en hebdo, et on clôturera le top 50 entre 1,44 et 1,60 milliards de cap, comme d'habitude avec Paul, anciennement Matic, Celestia, Algorand, Sonic et Arbitrum. L'action de près en 4 heures, on voit qu'on bloque pour l'instant autour des 86K ici pour Bitcoin, donc on est vraiment polarisé sur toute cette zone. Pour l'instant, les open interest n'ont pas l'air d'être de retour et le tout en naviguant sur un crypto fear and grid à 29 dans la peur, pas très loin de l'extrême peur. Donc on risque de rester un peu sur cet état de fait aux abords de l'été et courant d'été 2025. C'est pour ça que très tôt, quand j'ai vu ce qui était en train de se passer là vis-à-vis de Donald Trump et des droits de douane, je me suis dit ok, on en a à minima pour jusqu'à l'automne et peut-être même au-delà pour le temps de tout remettre en place. En tout cas, bon, c'est une situation qu'on va observer au mois le mois et surtout, on va devoir être observateur de ce qui se passera d'un point de vue macro, d'un point de vue de la Fed, avec Jérôme Powell qui, à minima, devrait baisser les taux une fois à deux fois d'ici cette fin d'année 2025 et la roadmap sur laquelle il se projetterait même pour 2026 pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Et en tout cas, pour le moment, comme le mettait en avant Income Sharks, on pourrait avoir la seconde attaque baissière, la seconde jambe baissière pour le S&P 500 afin d'imprimer potentiellement un creux plus haut que le précédent. Donc on était venu mécher autour de 4800 points où nous attendait le gros support et la moyenne mobile 200. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est clair que quand on a de telles attaques baissières, vous vous doutez bien que ça va se construire. Après, on a besoin de casser la volatilité après un écart qui s'est fait quand même de moins 22% pour le S&P. Avec Bob Lucas qui nous parlait de la force récente du BTC, donc face à tout ce qui s'est passé d'un point de vue des actions et des marchés mondiaux dans tous les cas. Et c'est clair que le Bitcoin a véritablement bien tenu pour le coup, donc à voir ce que ça pourrait donner aussi au cours de cet été, ce qui n'est pas le cas des altcoins, Ether y compris, mais en tout cas pour l'instant, pour ceux qui ont su petit à petit pivoter du côté de Bitcoin pour quelque part un peu se sécuriser, eh bien en effet on en bénéficie avec une volatilité qui pour l'instant tend à se casser, puisque justement on avait un écart aussi qui s'était fait en amont de ce qu'on a vu sur le marché traditionnel. On clôturera au niveau des news très peu d'infos aujourd'hui puisque le but était de se concentrer un peu plus longtemps sur la fameuse analyse technique dont je vous avais parlé dans les dernières émissions. En tout cas, avec Tommy Doziak de Zone Bourse, comment envisagez-vous l'évolution du S&P 500 sur la fin d'année avec des pertes, donc les fameux drawdowns où on a eu moins 21,3% et quand on regarde les statistiques sur un mois, 3 mois, 6 mois et après en plusieurs années, à 3 ans, 5 ans, en général, quand on prend du moins 20% et plus, ça se passe plutôt pas mal à un horizon de temps de entre 1 et 3 années minimum. Donc, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir, là, pour les 5 années à venir? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et avant de partir donc du côté de l'analyse technique où l'on va passer pas mal de choses aujourd'hui, je voulais faire un petit encart à l'égard de Asher hier qui a publié un grand pavé du côté de Twitter pour dire que grosso modo il était embêté en ce moment avec une de ses boîtes qu'il avait au luxe en ayant la majorité des autres boîtes qui sont en France et donc au terme de plusieurs mois voire d'après ce que j'ai compris 18 mois de procédure, eh bien ils ont malheureusement perdu l'affaire là telle qu'elle l'était depuis le départ, c'est-à-dire
quelque part de leur reprocher d'avoir une société avec 4 employés au Luxembourg alors que ça aurait pu être assimilé justement ou assimilable à la France. Et donc aujourd'hui, voilà, ils se retrouvent dans une position où ça va être contrôle sur contrôle, ils vont tout vérifier, ils ont eu une perquisition en 2023, enfin c'est complètement fou ce qui leur est arrivé. Et on se dit, pour les personnes qui sont restées en France, effectivement, il y en a très très peu dans la crypto, on ne se rend pas du tout compte, mais il y a quasiment plus personne qui fait de la crypto et qui est encore en France. Et le but, malgré tout, c'est d'avoir défendu le fait d'être resté ici au pays, tout simplement, de payer les impôts. Je m'imagine très bien ce qu'a dû payer en perso et en pro Owen, justement, Asher, vis-à-vis de ces différentes boîtes, et même en perso, s'il suffit de cash out quoi que ce soit, et comme vous le savez, c'est du 30%, si c'est pas maintenant même plus, puisque à partir de 500 000 euros, vous allez avoir la taxe additionnelle sur les hauts revenus et tout ce qui va bien. Et donc c'est vrai que c'est un problème auquel on est tous confrontés et qui paraît à ce jour insoluble vis-à-vis de la France, vis-à-vis du fisc. On a beau aimer notre pays, on a beau s'y sentir bien, on a beau se dire que malgré tout et malgré ce qui se dit souvent sur Twitter, on a un beau pays avec plein de choses et de belles choses à découvrir et à faire. Et pour autant, quand on est dans la crypto, et c'est un peu le sentiment que j'ai depuis 5-6 ans que j'ai lancé CM, on se sent un peu comme le mal-aimé, comme l'indésirable, comme celui qui essaie de tout bien faire, de prendre des experts comptables, de prendre jusqu'à des commissaires aux comptes, d'être proactif vis-à-vis des impôts en se faisant des rescrits, en essayant toujours d'aller à la source pour tout bien faire, tout bien carré. Et à la fin, malheureusement, même ça ne passe pas. Et c'est là où ça commence à devenir très, très pesant. Dans un monde où, en plus, quand on est dans la crypto, il faut faire attention à qui on en parle, pourquoi, comment, et à pas se faire kidnapper et couper des bouts de doigts tous les 4 matins. Aujourd'hui, en plus, dans le pays dans lequel on a décidé de rester, on est un peu persona non grata. Et je pense que l'apogée récente, d'un point de vue de ce qui s'est passé côté politique, c'était cette fameuse loi-là qui allait être votée, où il y avait marqué en gros en substance que toute personne qui faisait des échanges au niveau des crypto-monnaies pouvait être considérée comme suspect, le tout en qualifiant cette loi de narcotrafic. Donc on en a plaisanté entre nous bien entendu, mais quand on travaille depuis 6 ans dans un secteur, dans une industrie, il m'a fallu payer, quand il y a eu la loi influenceur, à peu près 10 000 balles de ma poche pour aller ne serait-ce que faire entendre ma voix via des cabinets d'avocats, des cabinets de lobbying. Alors c'était groupé avec d'autres personnalités, notamment comme Asher, mais tout juste pour qu'on ait le droit de continuer de travailler, et notamment en France. Et le tout derrière, on a perdu un chiffre d'affaires qui a été divisé par 4, par 5. Pourquoi ? Puisque après nous avoir dit, et notamment, je ne l'oublierai pas, ce fameux Stéphane Vogetta, sur Twitter, il est venu pendant des heures en nous disant « Ok, vous inquiétez pas les gars, j'ai très bien compris votre problème et on va pas voter la version la plus dure ». Le lendemain, je rigole même pas, c'était peut-être 48 heures plus tard, ils ont voté la version la plus dure. Après nous avoir dit noir sur blanc, ok, vous inquiétez pas, on va pas voter la version la plus dure. Donc à partir de là, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, on continue de payer nos impôts. Quand vous avez une société en France, je simplifie beaucoup pour que ça soit clair pour tout le monde, mais pour 1 000 euros qui rentrent, vous en donnez 500 à l'État, que vous le sortiez en salaire ou que vous le sortiez via l'impôt sur la société à 25% et ensuite en dividende si vous êtes sur des sociétés qui vous versent des dividendes. Donc on arrive à 25% plus 30%. Donc si on met les deux en commun, ça fait 55% d'imposition. Et aujourd'hui, en plus, quand on commence à faire des cash-out, on est considéré par les banques, là aussi de nouveau, comme des persona non grata où on risque de se faire fermer le compte. Et le tout avec le fisc qui, dès que vous allez tout simplement dépasser un peu la tête du bois ou sortir une oreille de la ligne gauche et de la ligne droite parce qu'à des moments clés, vous ne savez pas exactement comment vous deviez faire ou tout simplement vous vous disiez ok, pour Asher qui se trouve autour de Metz, si je dis pas de bêtises, pour ces boîtes, c'est super pratique aussi d'avoir une enclave, une antenne du côté du Luxembourg. Et même ça, pour seulement 4 employés, ils sont en train de leur déployer les Avengers du fisc et des brigades financières comme si c'était
sociétés, des terroristes de la finance. Et donc la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est est-ce que par exemple Asher n'est pas devenu trop grand, n'est pas devenu trop imposant par rapport à la position qu'il représente, et que le système est en train de se défendre de l'intérieur, un peu comme dans la matrice, pour tout simplement défendre le système bancaire, le côté politique aussi, puisqu'on l'a bien vu, en Europe, aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est de créer une monnaie de banque centrale pour pouvoir un peu mieux, certainement, avoir des méthodes de contrôle derrière qui seront facilitées. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, bien entendu, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, il me tenait à cœur aujourd'hui d'apporter tout mon soutien, premièrement, à Owen Asher, qui, je sais, travaille du mieux qu'il peut depuis 6 ans. Il a fait tout comme il pouvait. C'est une personne qui dépense des centaines de milliers d'euros, des millions depuis qu'il a créé ses boîtes en compliance. Il le dit lui-même dans les interviews. L'immensité du flux de ce qu'il dépense aujourd'hui dans ses boîtes, c'est tout simplement pour avoir le droit d'exercer et pour avoir le droit parfois de proposer un nouveau produit. Et donc, je me dis, il y a tellement une disparité avec, par exemple, si on avait un Asher aux États-Unis qui serait aujourd'hui dans le top Forbes Under 30 ou des trucs comme ça, et quand on regarde en France qu'en fait on lui envoie la brigade financière, franchement, j'ai plus les mots. Alors vous allez dire, la solution, elle est très simple, c'est prendre son baluchon, prendre ses boîtes, prendre ses employés et partir en Suisse ou partir au Luxembourg complètement ou ailleurs. Mais vous vous doutez bien que dans la vraie vie, c'est pas aussi facile et que quand on a des centaines d'employés comme là aujourd'hui Asher, eh bien tu peux pas faire bouger la terre entière. Il y a des familles, il y a des gens qui sont très bien en France, il y a des gens qui ne pourront pas suivre pour X ou Y raison. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et d'autant plus que je suppose le fisc, une fois justement qu'ils ont la main mise entre guillemets sur ce que vous êtes en train de faire, ils ne vont pas vous laisser partir aussi facilement non plus. Donc comme je le disais en intro de ce petit laïus, c'est un problème insoluble à mon sens. On est des digital nomades comme on aime à se l'appeler, sauf que Asher ayant créé de la valeur et ayant créé des emplois et des boîtes en France aujourd'hui est complètement verrouillé de son côté, ne peut plus ni regarder d'un côté ni regarder de l'autre, comme s'il était dans une prison. Et c'est un peu le sentiment qu'on a en fait. Quand on est en crypto, on a le sentiment qu'on s'est emprisonné, emmuré, vivant. On ne peut pas parler de ce qu'on fait avec les autres. On ne peut pas publiquement exister sous peine de se prendre comme ça le couperet qui tombe de n'importe quel côté à n'importe quel moment. Et voilà, je trouve ça complètement aberrant. Je ne vais pas me perdre en superlatif et on va passer à l'analyse technique, mais dans tous les cas, j'apporte tout mon soutien aujourd'hui à Owen, à Asher, et j'espère bien entendu qu'ils vont tous trouver une solution, puisque derrière Owen, vous vous en doutez bien, ça engage bon nombre d'autres salariés, et je pense notamment à Maxime qui justement a fait lui aussi du mieux qu'il pouvait depuis 5-6 ans, et je trouve ça profondément injuste en fait ce qui est en train de se passer. Et la problématique à laquelle on est confronté dans ces moments-là, c'est qu'on se sent complètement impuissant. On est face à, comme on le dit en anglais, l'establishment, qui est une machine à broyer des entrepreneurs et des personnes tout court. Et une fois que la machine se met en branle, quand bien même vous avez tout fait carré ou un maximum carré, comme l'a fait Asher ou comme l'a fait Maxime depuis ces dernières années, vous vous faites déglinguer de tous les côtés, et surtout ils vont vérifier chaque micro-centimètre, chaque micro-parcelle de ce que vous avez fait en crypto, pas en crypto pendant des années, le pourquoi, le comment, votre appartement, pourquoi vous avez telle voiture, est-ce que vous avez une voiture de société, est-ce que vous avez bien déclaré vos kilomètres. Ça devient l'enfer sur Terre, et je me demande donc quel est notre salut en tant que crypto boy en France, en effet, de tout simplement continuer dans cette voie en étant sur le sol français. Donc après cette petite parenthèse enchantée ou pas, j'ai envie de vous dire 2600 milliards, la moyenne mobile 50, est-ce qu'on attaque la seconde jambe baissière pour le S&P et donc pour le crypto total? Le crypto total de 935 milliards, on voit que ça a bloqué autour des 1000, donc pour l'instant statu quo également. La Bitcoin dominance qui continue de monter, proche des 64%, tout va bien, j'ai envie de dire. C'est le cycle du Bitcoin et peut-être que ça durera encore, donc attention du côté des alts à ne pas avoir trop de rêves en tête. Le Bitcoin 83, donc pour l'instant, comme on l'a vu en intro, ça bloque entre 86 et 87. Ether pour sa part qui est autour des 1600, mais pareil, on n'a pas réussi à reprendre les 1007. Donc on est très bas en RSI, mais ça reste extrêmement dégradé
dégradé. J'espère vivement qu'on va réussir à se construire entre l'ancien ATH qui était ici entre 1004 et 1005 si on prend la mèche et justement la zone de décrochage des 2100, 2200 et on a toutes les moyennes mobiles au-dessus. Franchement, le chart autant à l'époque ici était magnifique pour Ether. On avait une grande séance, on se voyait tous partir à 5000, 7000, 10 000 pour Ether et malheureusement ça a été la déception de ce cycle. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher 36 altcoins, hein. Ether à lui tout seul a été un peu The Reaper hein, sur ce cycle. ETH BTC pareil, cherche du pétrole. On n'a toujours pas le point bas et le RSI qui est en train d'arriver autour de 23. Je crois que c'est le RSI le plus bas qu'on ait jamais eu, oui c'est bien ça pour Ether en hebdomadaire. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les points bas de 2020 ici autour de 0,017 sur le ratio ETH BTC laisse le cours trouver de la substance hein, et pose son bottom ici. Sinon, si ça passe cette zone, franchement, je ne sais pas ce qu'il restera à la fois d'Ether et à la fois des alts pour plus tard. Donc, je suppose qu'on pourra légitimement se dire que entre 1000 et 1500 dollars du côté de Ether, on peut poser un bottom. Et au bout d'un moment, je me dis quand même, d'un point de vue des institutionnels, des market makers, ça reste un produit qui a un ETF. Il y a quand même eu une vague de 2 milliards, 2 milliards et demi, si je ne dis pas de bêtises, sur l'ETF. Alors c'est très très loin et finalement le soleil qui brille énormément de Bitcoin avec ses 35 ou 38 milliards sur les ETF ont complètement éclipsé la toute petite lune de Ether sur le paysage du cosmos. Mais bien entendu que peut-être un jour, eh bien, les market makers et différentes institutions se diront bon ok, il y a un coup à jouer aussi de ce côté-là, ça reste peut-être purement spéculatif, mais en tout cas c'est comme ça que j'essaie de me projeter. Du côté des indices et commodités, le CAC 40 qui n'est pas encore ouvert au moment où j'enregistre l'émission, ça ouvrira à peu près dans 1 heure. On a en effet 7335 points et ça avait été défendu à 6766. C'était quand même descendu très bas la semaine dernière. On était large en dessous la moyenne mobile 200. Ça l'avait déjà fait en 2020 au moment du crack Covid, mais on voit que par exemple 2022, on avait travaillé très très peu de temps sous la moyenne mobile 200. Donc là, on bataille avec le gros support hein, des 7300, 7400. Le CAC 40 qui se contentera très certainement de suivre à la fois ce qui se passe en Europe, mais surtout aux États-Unis. Ce qui a eu pour mérite également de projeter à plus 1% hier le CW8 d'Amundi, mais attention à la reprise aujourd'hui, on risque d'avoir plutôt un gap baissier pour le moment. Donc on était à plus 10% sur le rebond après avoir fait moins 24 sur l'indice monde. Le DAX allemand pareil, on était venu chercher donc la moyenne mobile 20 hebdo après un rebond qui lui aussi ça a dû être assez magistral vu l'amplitude. On était sur une quinzaine de pourcents pour l'Allemagne. L'Allemagne qui finalement reste un CAC 40 qui est sous nitroglycérine. Les mouvements sont toujours beaucoup plus amplifiés à la hausse et à la baisse. Donc on est aujourd'hui autour de 21 250 points. Le DXY, le dollar américain qui bataille avec le bas de sa box autour de 99 points et un RSI qui arrive en survente. Donc attention de ce côté-là. Tandis que le futur du S&P 500, effectivement, pour l'instant, nous annonce un mercredi rouge, moins 1,50. Donc on va voir comment ça va réouvrir cet après-midi. Et tandis que le Nasdaq est à moins 2,20. Donc là aussi, certainement la seconde attaque baissière en espérant imprimer un double creux à la fois sur le RSI et à la fois au niveau du cours. Le Nasdaq tout court avait clôturé léger dans le vert hier, mais c'était plus une stabilisation qu'autre chose. Et on peut constater qu'on était venu donc sur l'indice phare de la technologie aux États-Unis sur du moins 25-55%, sachant que par exemple ce qui s'était passé en 2022, on avait été sur du moins 37. Donc vous voyez qu'on n'est pas non plus sur un crash comme voulait nous l'appeler bon nombre de personnes du côté des réseaux sociaux. Ça aussi c'est un truc très important dans les moments comme ça un peu de déroute, de toujours prendre du recul et de regarder les statistiques historiques qui vous permettront de rentrer sereinement à bon compte et notamment comme on l'a vu tous les 4 ans quand on va au-delà de moins 20% sur les indices, ça devient vachement intéressant. Le taux à 2 ans pour les bonds des États-Unis est à 3,80 ce matin en recul de 1,25. Le taux à 5 ans est à 3,95. Tout ceci, dans tous les cas, tant que ça gravite autour de 4% et plus, et encore et toujours beaucoup trop haut. On veut un truc qui se casse complètement la gueule comme ça a été le cas en 2020. Alors on n'est plus justement en 2020, mais c'est bien ça le problème. Le taux à 10 ans est autour de 4,32%, quand bien même il recule un tout petit peu sur les dernières 24 heures. Et le taux à 20 ans est à 4,82% et il est venu flirter récemment, même dépasser les 5%. Donc c'est là où ça a commencé à parler, justement, le mot est peut-être bien choisi pour une fois, un peu chinois
du côté de Trump à partir du moment où la Chine aussi joue leur propre bataille et où ça a un impact colossal justement sur le taux de rendement des bonds qui finalement est exactement l'opposé de ce que voulait l'administration Trump. Donc c'est là où ça commence vraiment à coincer, on va dire, et je pense que ça sera tout ceci qui sera le nerf de la guerre pour la suite de cette guerre commerciale. Le WPEA, finalement, c'est exactement pareil que le CW8 d'Amundi. On a l'argent qui était en positif de 0,30 à 32 dollars l'once. Donc là aussi, plutôt intéressant l'argent, mais à me positionner sur les métaux précieux, franchement, je préfère le gold, un gold qui finalement va en direction des 3300 dollars l'once. C'est beaucoup trop tard pour entrer sur le gold aujourd'hui. Il faudra attendre des gros retracements où on viendra à la moyenne mobile 20 dans un premier temps qui aujourd'hui se trouve à 2008 et ensuite toutes les moyennes mobiles long terme. Donc laissez le temps au temps pour les métaux précieux. Si vraiment ça vous titille, ça vous démange, on en a un qui est complètement à plat mais j'ai pas étudié le dossier suffisamment pour savoir exactement ce qu'il nous fait et sur quelle cyclicité, dans quel cas, etc. Il s'agit du Palladium, donc c'est XPDUSD du côté de TradingView et donc on est à 966 dollars l'once aujourd'hui et il défend un support depuis pas mal de temps qui se trouve entre 850 et 940 dollars l'once. Donc on voit qu'on monte au niveau du RSI tandis que le cours lui reste à plat. Peut-être une belle période justement d'accumulation pour le Palladium, mais je vous invite vraiment à vérifier de votre côté car je n'ai aucune compétence justement dans les métaux précieux et peut-être qu'aujourd'hui le Palladium est beaucoup moins recherché. Du côté des actions américaines, alors on a un Apple qui a défendu la moyenne mobile 200, on était quand même venu mécher à 170 dollars, on travaille aujourd'hui autour de 200, pareil, pullback sur la moyenne mobile 100 et le support des 200, donc plutôt clean pour l'instant. AMD qui est un peu perdu au milieu de nulle part, donc on était venu chercher 76 dollars. C'est un peu faiblard quand on voit notamment Nvidia, mais peut-être qu'il y aura un coup à jouer et un rattrapage pour la suite. On a Amazon également qui bataille avec son support. On était venu sur le point bas à 161, on est à 180 aujourd'hui justement sur le support. On avait quoi encore d'intéressant? Coinbase qui est autour de la moyenne mobile 200, elle est tout juste en train d'apparaître, elle se trouve autour de 160 dollars. Est-ce qu'on va réussir à se construire? De mèche à mèche, Coinbase avait perdu donc récemment moins 60%. Donc pourquoi pas, mais bon, n'oublions pas que c'est une action fortement corrélée à la crypto, donc derrière ça peut se gâter tout aussi sec. On a Google qui avait défendu ou front-run du moins la moyenne mobile 200, 140 dollars, elle se trouvait à 137, donc belle résolution pour l'instant. J'ai commencé à rentrer à ce moment précis sur Google, j'ai fait Google, j'ai fait Nvidia, Apple et j'en ai une autre, je sais plus laquelle. Donc voilà, je fais très peu de stock picking. Oui, c'était Robinhood, je l'ai juste en dessous d'ailleurs. Donc Robinhood qui a rebondi d'une trentaine de pourcents sur mon point d'entrée. On va pas bouder notre plaisir, mais faites attention, comme je vous dis, on risque d'attaquer aujourd'hui la seconde jambe baissière du côté du S&P 500. Robinhood, donc depuis le point bas, moyenne mobile 50, 0,618 de Fibo qui a été payé autour de 30 dollars. On est à 44,45 aujourd'hui. Donc là, pareil, voilà, on a eu des volumes complètement fous qui sont rentrés. Ça continue d'être plutôt pas mal, cette action. On l'avait target à l'époque au moment où on avait des gros volumes au mois de décembre 2023, février 2024, mai 2024, août 2024, le moment du yen carry trade. Et on avait une belle période ici de contraction dans un range compris entre les 7 dollars et l'extraction autour de 13-14. Et on a eu un run qui nous a amené à 66 dollars. Pareil, j'ai vendu un peu trop tôt, mais c'est ce qui me permet là de me repositionner aussi un peu trop tôt probablement pour bon nombre d'actions dans ce style. On a ICE, Intercontinental Exchange, qui pareil bataille avec la moyenne mobile 50 et la 20 également, qui se trouve autour de 160. On a la 50 à 155, donc on avait un joli support que j'ai pas tracé d'ailleurs, qui était ici, qui a été touché pas forcément récemment, mais autour de janvier 2025, autour de 142 dollars. Donc là, on est finalement sur un vendeur de pelles et de pioches, puisqu'il s'agit d'une bourse tout simplement, et que ça monte ou que ça descende, vous vous doutez bien que c'est des sociétés qui se portent excessivement bien. Marathon du côté des minières, moins de 3%, donc pareil, très dégradé depuis pas mal de temps. Je sais pas trop quoi dire pour tout ce qui est minière lié aux crypto, puisque ça reste très très compliqué à tout simplement analyser. On ne sait pas exactement comment les institutions voient ce genre de risque, mis à part que c'est du risque en tant que tel. On avait Meta Facebook qui est sous la moyenne mobile 50, donc le véritable support était beaucoup plus bas pour le coup. On aurait pu avoir un truc un peu élargi comme ça entre 380 et autour de 414 pour Facebook. Pour l'instant, je n'irai pas payer cette boîte personnellement.
également. Microsoft par contre était venu très bas, 345, donc là aussi on avait un joli support qui a été touché et on voit que finalement les zones historiques sont quand même des zones qui font foi du côté de la TradFi. Donc 350, on avait la moyenne mobile 200 hebdo à 336. J'ai pas encore payé, mais certainement que sur une prochaine jambe baissière, je commencerai à rentrer un petit peu de Microsoft. MicroStrategy qui ressemble à s'y méprendre au BTC, donc après être venu 3 fois autour de 330, 340 dollars. Moyenne mobile 50 en bas autour de 230. Aujourd'hui, elle est à 242 et en haut, on est plutôt autour de 330, 340, bloqué entre la moyenne mobile 20 en haut et la moyenne mobile 50 en bas. Donc statu quo est totalement dépendant du BTC. Le Nasdaq également, donc ça c'est la bourse des États-Unis et notamment comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à tout ce qui est technologique. Donc on a front-run légèrement la moyenne mobile 200 et 100 qui se trouvait à 62 et 63 dollars. Le cours s'était arrêté à 65 et on est au-dessus du support aujourd'hui des 72, à voir si on a une seconde attaque. Netflix qui approche des 1000 dollars, donc complètement fou. Là aussi c'est un truc dont je vous avais parlé en 2022 en vous disant au moment où on était à moins 75 de souvenirs, c'était une action qui avait pris super tarif, ouais, moins 77, que si Netflix continuait d'être la plateforme de référence pour le streaming, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, de même que Meta Facebook allait très certainement ne pas disparaître au travers du temps ou pas de sitôt, et donc voilà, derrière on a eu une résolution qui a été assez extraordinaire. C'était pareil pour Facebook, c'était pareil pour Nvidia et bon nombre d'autres, mais en tout cas on avait détecté quand même quelques tendances autour de 2022 et rétrospectivement ça en faisait un point d'entrée qui était assez extraordinaire. Nvidia qui est toujours haut perché, donc on a le RSI qui a bien dégonflé. En termes de pertes pure et dure, ça faisait un moins 43, moins 44%. On est sur un rebond, mais on voit que les moyennes mobiles court terme 20 et 50 sont en train de se dégrader. Donc Nvidia, le top, ça serait de le voir encore un étage plus bas. Et on a la moyenne mobile 200 aujourd'hui qui est à 55 dollars, donc pourquoi pas. Et le gros support, si vraiment ça se gâtait, qui est bien plus loin, qui se trouverait autour des 30 dollars élargi. Novo Nordisk va-t-il réussir à défendre la zone des 60 dollars ici? On est loin de toutes les moyennes mobiles. La 200 est à 81. On travaille aujourd'hui à 64-65 et on a énormément de volumes qui sont exécutés. Donc ça, c'est une configuration où tôt ou tard, on va réussir à faire un point bas. Mais en tout cas, c'est une action qui, depuis son top autour des quasi 150 dollars, a quand même lâché moins 60%. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que du côté des altcoins que ça peut se gâter. On avait Riot, c'est pareil, on est toujours sur le côté finalement institutionnalisé pour le minage avec des Vanguard, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup qui avaient poussé 700 millions d'investissements en 2023. Peut-être que depuis ils ont récupéré leurs billes, mais en tout cas voilà, c'est un moment où on était plutôt autour de 9-10 dollars et aujourd'hui on travaille sous ce support autour de 6,55. Donc niveau visibilité c'est assez difficile, tout ce qui est minage, pourtant le Bitcoin va très bien et c'est des profits monstrueux qui ont certainement été engrangés, mais peut-être que d'un point de vue, j'essaie de me projeter là aussi de comment fonctionne l'industrie minière, ils ont tellement réinvesti et il y a eu tellement de roulements d'un point de vue du matériel que peut-être, mis à part leur trésor de guerre, c'est pas si rentable que ça. Ça l'est tout à fait, je pense, aujourd'hui, et notamment avec un Bitcoin à 80-85K, mais est-ce que véritablement il dégage un énorme bénéfice? Voilà, faudrait regarder les rapports et les petites lignes. Tesla qui travaille actuellement entre 215 en bas et autour de 290 en haut. Malgré tout, on voit qu'on tend à casser la volatilité à court terme après avoir fait un écart depuis décembre 2024 qui nous avait ramené à moins 56% pour la société de Elon Musk. Take-Two qui est sur une zone clé. Donc là aussi, on en avait parlé à partir du moment où on a eu GTA 6 qui a été annoncé et donc on était autour de 130 dollars. On est venu chercher 222, donc une belle performance, à ceci près qu'à court terme, on arrive sous résistance puisque c'est le point haut avant la découverte de prix. Le RSI a déjà lâché du mou, donc attention à vous si vous étiez rentré au bon endroit au bon moment. C'est un peu ça passe ou ça casse. Est-ce que GTA 6 va dégager d'immenses profits? Là aussi, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur ce dossier, donc faites attention à vous. Un petit coup d'œil du côté des actions françaises avec Amundi qui propose tout ce que vous savez en termes d'ETF, etc., qui était venu chercher récemment 55 € et qui est aujourd'hui à 65. On a Air Liquide qui, après avoir méché la moyenne mobile 100 en dessous à 160 € est de retour à 174. Donc ce truc, c'est un peu l'indestructible. On avait Alt
BG, donc qui ont une stratégie, The Blockchain Group, un peu comme MicroStrategy, mais à la française, après être venu chercher en début 2024 0,08 euros. On est aujourd'hui à 0,53. Donc là aussi, pour moi, c'est un peu trop tard pour entrer sur ce genre de titre, et d'autant plus que ça sera énormément spéculatif et corrélé à ce qui va se passer sur Bitcoin. La BNP qui reprend son support, on était venu à la moyenne mobile 100, 61 euros, on est à 70 aujourd'hui. Le support se trouve à 69. Vinci qui repart en direction des points hauts, donc on est à 118, on a un ATH à venir chercher autour de 120. Lui, on n'a pas d'autre historique, donc là aussi, vous voyez que c'est un peu la version Air Liquide, hein. On avait eu quand même une vraie problématique entre 2007 et 2008, mais sinon, globalement, c'est une action qui se porte très très bien et c'est un groupe qui se porte tout autant bien. FDJ qui désormais s'appelle FDJ United, qui est venu faire la grosse déviation sous le support des 30 euros. On est venu à 26,50. RSI survendu qui imprime un petit W, un mars et ça repart. Donc on est en train d'essayer de reprendre les 30 euros avec un haut de range, comme vous le voyez, qui l'immense majorité du temps s'est trouvé entre 40 et autour de 41 euros. Donc on a des zones et des bornes bien définies pour FDJ, après nous avoir imprimé sur son introduction un point bas autour de 18 euros et être venu chercher en juin 2021 51 euros. Donc ça fait pas des amplitudes qui sont monstres, mais pour ceux qui ont des gros sous en bourse, ça suffit. Le secteur du luxe, c'est notamment Kering qui continue de douiller. Donc Kering qui a été la pire action au niveau du CAC 40 à subir une telle baisse et sur aussi longtemps, moins 81%. Ceci étant dit, on a le gros support long terme des 138-140 euros qui est en train d'arriver. On avait le Grand également qui est en positif après être venu travailler sous la moyenne mobile 200. C'est un peu plus volatile pour le Grand. LVMH 488 euros. Là aussi, bon, LV ça devient compliqué comme dossier. On voit qu'on a perdu je ne sais plus combien depuis le top. On est à moins 46%. Donc c'est complicado pour le luxe tant qu'on n'aura pas un regain d'espoir, et notamment pour la partie asiatique qui est très demandeuse. Et bien finalement tout le secteur du luxe et même des spiritueux comme c'est le cas de Rémy Cointreau, de Pernod Ricard et de quelques autres. Voilà, c'est des secteurs qui subissent ce genre de baisse de plein fouet. On est déjà sur Pernod Ricard, pareil, c'est catastrophique, moins 82%. Donc il y a bien un moment où ça va finir par trouver une zone d'appui, mais comme vous le voyez, par exemple, c'est un truc aussi à prendre en considération de votre côté. Le RSI, on voit qu'il est quasiment à plat depuis tout ce temps, c'est-à-dire depuis octobre 2023, et pourtant le cours il est passé de 108 à 42-43. Donc c'est des moments où vraiment le marché peut rester comme ça bête suffisamment de temps pour complètement vous essorer. Et Pernod Ricard est exactement la réciproque, où aujourd'hui on est peut-être en train justement d'arriver sur une box, en tout cas je l'espère pour eux. Et là aussi on est dépendant de beaucoup de facteurs externes. Donc Pernod Ricard 75 euros plus bas, et là on est en train de travailler autour de 91. Donc on a une énorme box de DCA potentielle pour ceux qui croient dans ce secteur, donc des spiritueux. On a Hermès bien entendu qui lui est le roi sur son trône, puisque là c'est le savoir-faire à la française et le luxe, pur luxe. On n'est pas sur un conglomérat de marques comme du côté de LVMH. Donc la moyenne mobile 100 qui a permis de front-run le support des 2060 euros autour de 2100, et derrière ça repart 2355. On avait quand même une belle zone également de polarité par ici autour de 1678, donc ça aurait été juste parfait, et d'autant plus qu'entre temps on venait récupérer la moyenne mobile 200 à 1764 euros. Donc bon, ça serait juste parfait si Hermès voulait bien nous donner une descente du second étage ici. En tout cas jusqu'à présent il avait largué pour sa part environ moins 29%, c'est pas rien mine de rien quand on y pense. On avait Total Energy qui lui pareil est dégradé, il est venu chercher autour de 47 euros, on est à 50 aujourd'hui, on est sous la moyenne mobile 200 qui est à 55. Donc bon, j'espère vivement là aussi que ça va réussir à se construire à court terme. Et enfin Schneider Electric qui est venu lui chercher la moyenne mobile 200 alignée avec l'ancien point haut, donc ça c'était juste parfait. Je le vois que maintenant, mais c'est une configuration technique qui était parfaite à payer autour de 172 euros. On est à 208-209 aujourd'hui, peut-être en cas de seconde attaque baissière que je me mettrai une petite alerte ici justement autour des 170-175 euros pour Schneider Electric. Allez, on en arrive enfin aux altcoins, et ça aurait été une émission longue aujourd'hui, mais je vous passe un peu tout en vrac avec AAV qui construit dans une box ici après être venu chercher sur ce cycle les $400 et un point bas qui avait été trouvé à 45. Donc on n'était pas loin
loin d'un x10 quand même pour AAV, ça n'était pas rien. Et aujourd'hui, on travaille entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100. Donc une grosse zone de polarité autour des 130 $ pour AAV. Atom Cosmos qui est autour de ces 4 $. Donc on avait méché récemment autour de 3,40. Est-ce qu'il va réussir à se relever? En tout cas, pour l'instant, ça n'en a pas l'air. C'est vraiment catastrophique, les altcoins. Du côté de Avax, 19 $. On est toujours dans ce canal descendant parallèle ici. Toutes les moyennes mobiles sont paquées au-dessus et on a la moyenne mobile 100 autour de 27 $ et la 200 autour de 34. Donc plus tard, ça sera une grosse zone de travail, je suppose. Il faudra la faire péter d'un seul bloc. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, l'ensemble des alts est dégradé dans tous les cas. Le BNB, lui, par contre, de Binance se tient très bien. À 3 reprises, ça a absorbé dès lors qu'il revient à 518 $. Moyenne mobile 50 qui pour l'instant fait le barrage juste au-dessus à 605 $. Le Borg de Swissborg aussi, c'est à noter, qui ne se laisse pas crever. Donc clairement, c'est une des applications avec lesquelles j'ai le plus de plaisir et à travailler et à suivre au long terme. On les a reçus plein de fois sur la chaîne, que ça soit les CEO, des personnes qui sont un peu plus impliquées sur le côté communautaire, sur le côté technique. Et aujourd'hui, le Borg donc se maintient plus ou moins autour de la zone des 20 centimes. Pareil, on a un énorme cluster au-dessus de nous. Il faut faire pester tout ça en une seule fois et tant qu'il n'y aura pas la liquidité, tant qu'il n'y aura pas l'alt-season, je ne sais pas comment ça pourrait arriver. En tout cas, il faudra d'un seul coup se projeter à 30-35 centimes pour redonner au Borg ses lettres de noblesse, en tout cas d'un point de vue spéculatif. Pareil pour le CRO de Crypto.com. Alors à ceci près que pour le CRO, j'ai un peu perdu la confiance que j'avais là-dedans puisque ils vont remettre au marché 70% du supply qui avait été gelé tout ce temps, donc faites très attention. Le Doge qui se maintient au-dessus de sa moyenne mobile 200 et 100, donc belle contraction de prix, mine de rien, pour l'ancêtre des mêmes coins. DOT pour sa part qui revient sur un point bas, voire même qui est en train de le dépasser et de le perdre. Donc pareil, ça fait partie des très très bons élèves du cycle précédent, mais qui peinent à se relever tout simplement sur ce cycle. Fetch.ai, on voit que c'est très dégradé également, et c'est le cas de bon nombre de tokens sur la hype IA qu'il y avait eu sur ce cycle. Fluide, pareil, on est arrivé sur un support et la moyenne mobile 50 autour de 3,50 $, pourquoi pas, mais ça reste là aussi, on voit, ça a été repoussé depuis les 5,45 $. On a le Gnosis, pareil, qui est en train de revenir sur ses points bas d'antan, donc à voir si on pourrait choper petit à petit une petite trend comme ça. Mais ça reste quand même dégradé à ceci près que oui, si on est en train de faire des points bas sur les alts et qu'à l'automne tout repart, on pourra avoir des trucs sympas, mais quels vont être les bons chevaux et les mauvais chevaux? Je vous laisse seul juge de votre côté pour faire vos petites courses. Hydérage, Graph, H-bar qui défend le support médian autour de 0,13 centimes. On est à 0,15 aujourd'hui. On avait la moyenne mobile 200 et 50 qui croisent justement autour des 14 centimes. Injective très dégradé. J'en ai gardé un petit peu en portefeuille, c'est un peu la cata. Donc on est en train de défendre les points bas d'octobre 2023 autour de 6,40. On est à 7,78. On va se mettre une petite ligne puisque c'est peut-être à partir de là où ça se gâterait si on perd cette zone pour la suite. IOTA qui est en train de revenir donc sur une zone potentiellement clé. On va voir là aussi, bon, c'est toute cette zone qui avait été travaillée en 2022-2023 autour des 15-16 centimes. On a le véritable support autour de 10 centimes pour IOTA. Ça reste un dino coin aussi, mais on a vu sur ce cycle avec les XRP, les ADA et tous les trucs qui dataient de Mathusalem qu'on a de temps en temps des hypes aussi qui reviennent sur les vieux tokens. Donc je garde IOTA dans un coin comme ça, exactement comme je regarde Dogecoin, mais en ce moment il va falloir quand même faire assez attention à tout ce qui se passera justement d'ici la rentrée. Lido qui pareil s'est fait oblitérer, donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas tant qu'on n'a pas des signaux de retournement. Le Link pour sa part qui travaille au-dessus de l'ancien range de sortie, c'est pas si mal, mais on est sous toutes les moyennes mobiles et il nous faudra reprendre les 13,50 $ pour espérer rallier la borne haute autour de 23 $, donc pareil, compliqué. Mana Decentraland, si on prend en considération que le gaming/NFT existe toujours, qui bataille avec le support des 25 à 28 centimes depuis très longtemps aussi, malgré tout c'est pas si mal quand on voit le reste du domaine. NIR Protocol dégradé, pareil, on est en train de revenir sur des fibos qui sont certainement des 0,85 et tout ça, on est même en dessous, donc pour l'instant il faut laisser les choses se poser quand on a des actifs comme ça qui continuent de chuter. Hondo qui bataille avec une zone de comprise entre les 0,66 et surtout on voit que depuis un mois et demi, la zone de blocage parfaite pour Hondo c'est autour des 0,85, donc quand on arrivera à franchir cette zone, eh bien on se libérera vers le 1$, 1,10$. Pendle également qui se défend plutôt pas mal autour de la zone des 3$, 3,20
20 pour l'instant. Donc on a la moyenne mobile 20 et 50 qui sont juste au-dessus, autour des 4 $. Raydium du côté de Solana qui a défendu son support autour des 1,40, qui est de retour à 2,14 aujourd'hui. Moyenne mobile 50 autour de 3 $, moyenne mobile 20 autour de 4 $. Donc là aussi c'est plutôt clean ce qui se passe du côté de Solana. Render aussi qui se raccroche au support, donc plutôt pas mal. Double déviation, double support, double bottom autour de 2,52 pour l'instant. On a le gros du gros qui se passe autour des 4 $ ici, et toutes les moyennes mobiles qui sont juste au-dessus et qui croisent sur une moyenne autour de 5,50 $. Solana qui pour la première fois a touché sa moyenne mobile 200 à 95 $, qui raccroche le wagon des 120 à 130 également. Donc de la belle force depuis tout ce cycle, et ça continue de perdurer pour Solana, c'est plutôt agréable à observer. C'est également le cas de Sui qui, après être venu chercher quasi la moyenne mobile 100, elle se trouvait à 1,56 $, on a méché à 1,70, est en train de casser la volatilité et de se construire. Depuis tout ce temps, on a du volume sur Sui, donc c'est plutôt là aussi pas mal. Taobi Tensor qui était venu dévier sous les 170 $, pareil, on est sous toutes les moyennes mobiles. On a défendu le point ici du Yen Carry Trade du 5 août autour de 165-170, moyenne mobile 100 autour de 320 et moyenne mobile 50 et 20 autour de 388 $. Uniswap, on est en train de revenir sur les points bas là aussi de 2023. On est même venu faire plus bas que le Yen Carry Trade, donc ça s'était arrêté à 4,56. Pareil, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner en ce moment, tout ce côté DeFi, mis à part les protocoles comme AAV qui ont un vrai revenu. Et XRP, enfin, qui, pareil, défend le support. On était venu à 1,62. On est à peine sous la moyenne mobile 20 et on a le ruban, comme le disent Rainbow, certains autres sur Twitter, qui nous amènerait à la moyenne mobile 200, au pire autour de 80 centimes, qui est la zone d'extraction de ce long range pour XRP. Donc voilà pour cette petite émission un peu plus tournée sur l'analyse technique. On aura pris un peu plus de temps aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je pense pas que ça sera l'émission la plus vue de la chaîne, mais ça permet de faire une overview de tout ce qui est en train de se passer multi-marché, et j'espère que ça vous servira de votre côté à vous formuler certaines thèses, certaines hypothèses, idées pour mieux naviguer donc vos placements, et que ça soit du côté des marchés traditionnels comme du côté du marché des crypto-monnaies. On se retrouve au cours du week-end pour un débrief de la semaine. Continuez d'être prudent et surtout de bien ouvrir l'œil sur les opportunités qui sont déjà là et qui pourraient revenir exactement comme on les a déjà eues récemment, et avec un Donald Trump qui dans tous les cas n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Très bon mercredi et à ce week-end. Ciao ciao.